Dans la savane africaine brûlée par le soleil, une panthère solitaire élève son petit en silence, tandis qu'un éléphanteau grandit sous la protection de tout le troupeau. Qu'est-ce qui fait de l'amour maternel, dans cette nature sauvage et hostile, une force si tenace ? Afrique sauvage. Un amour maternel inébranlable face à une guerre féroce. L'aube sur la savane africaine n'annonce pas la paix, mais le premier signe du jour. Lorsque les premiers rayons du soleil caressent la terre aride, chaque créature entame une course contre la montre, où la survie se mesure à chaque respiration. Sur l'herbe jaune brûlée, une silhouette élancée se dessine dans la brume légère. Guépard à Synonyx jubatu, le mammifère le plus rapide. Avec son corps fuselé, sa large poitrine, ses pattes fines et ses griffes non rétractiles, il incarne la vitesse. Une accélération fulgurante de 4 secondes peut le propulser à plus de 100 km/h, de quoi abattre n'importe quelle antilope à vue. Mais aujourd'hui, la léoparde ne chassait pas par faim. Elle chassait pour ses petits. Cachés à l'ombre d'un acacia bas se trouvaient 3 petits, âgés de moins de 3 mois. Leur pelage était tacheté. Chaque jour était un défi, non seulement survivre, mais aussi apprendre, devenir de véritables chasseurs. La léoparde ne s'éloignait pas longtemps du nid. Ce matin-là, elle devait traquer, tuer et rapporter une proie avant le lever du soleil, avant que les hyènes, les lions ou les aigles ne découvrent le nid. Le vent tourna. Elle s'arrêta. Devant elle se trouvait un troupeau de gazelles de Thomson. Elle ne l'avait pas encore repéré. Elle se tapit, les pas légers comme des plumes. Les oreilles dressées, les yeux rivés sur sa cible, un petit solitaire. L'instant fatidique arriva. La léoparde jaillit des hautes herbes comme une flèche vivante.
Un nuage de poussière s'élève. Des cris brefs retentissent. La chasse est terminée en quelques secondes. Avec une extrême prudence, elle ramène sa proie au nid, la tête haute, l'oreille aux aguets. Un bruissement pourrait être une hyène qui renifle. Mais aujourd'hui, la savane est silencieuse. De retour auprès de ses petits, elle laisse tomber la proie. Trois éléphantos accourent vers elle, maladroits à chaque bouchée. Mais la savane n'est jamais vraiment sûre. Une proie peut aussi être convoitée par des hyènes si elles ont le malheur d'en détecter l'odeur. Dans la nature, où chaque bruit est porteur de danger, la vitesse est plus qu'une simple habileté. C'est une question de vie ou de mort. Et l'amour maternel, c'est ce qui rend cette vitesse irrésistible. De l'autre côté de la savane, le sol tremble sous les pas de doux géants. Ce sont les éléphants d'Afrique, l'Oxodonta africana, les plus grands mammifères terrestres. Mais ne vous fiez pas à leur taille. Dans la nature, être grand ne signifie pas être en sécurité, surtout quand on est un éléphanto. Un éléphanto nouveau-né pesant près de 100 kg tient encore en équilibre sur ses deux pattes. Il ne sait pas encore se servir de sa trompe. Ses oreilles ne lui permettent pas encore de s'éventer. Tout est étrange et effrayant. Et dans cet instant de vulnérabilité, le monde extérieur guette. Les éléphantos sont des proies faciles pour les lions, les léopards et même les crocodiles s'ils s'éloignent du troupeau près d'une rivière. Mais la nature leur a offert un précieux privilège, la solidarité. Le troupeau est mené par une femelle plus âgée, la matriarche, qui conserve la mémoire des migrations, des points d'eau secrets pendant la saison sèche et des stratégies pour se défendre contre les prédateurs. Autour de l'éléphanto se dresse une véritable forteresse vivante, sœur, tante, grand-mère toutes prêtes à former un cercle protecteur, un rempart gris géant pour préserver la petite créature. Dans la chaleur de l'après-midi, les éléphants s'arrêtèrent pour se reposer près d'un bosquet ombragé.
La quiétude fut soudain rompue. Au loin, un groupe de lionnes s'approchait silencieusement. Ils se déplaçaient en cercle, coordonnés comme des guerriers aguerris, les yeux rivés sur le plus petit des éléphantaux. L'éléphante détecta la présence de l'ennemi la première. Elle laissa échapper un rugissement profond et prolongé, pas fort, mais suffisant pour figer tout le troupeau. Un rempart se forma instantanément, les plus grands se replièrent derrière le petit, oreilles déployées, trompes enroulées. L'éléphante s'avança, tête baissée, prête à se défendre. Les lions s'arrêtèrent. Ils connaissaient le prix à payer pour avancer de quelques mètres de plus. Les lions renoncèrent et firent demi-tour. Le danger passé, l'éléphante revint vers son petit, effleurant doucement son front de sa trompe, comme pour lui dire « Je suis toujours là ». L'instinct maternel des éléphants ne se limite pas à prendre soin des petits, il les pousse aussi à se battre de manière organisée. Chaque pas, chaque cri, chaque cercle protecteur, témoigne d'une société où la protection des petits est le lien le plus fort. Et c'est l'amour maternel ni les défenses, ni le poids qui est l'arme la plus puissante de ces doux géants. Sous le soleil impitoyable de la savane africaine, alors que la plupart des prédateurs se reposent à l'ombre, une créature se meut silencieusement, sans un bruit, sans laisser de traces. Le léopard pantrapardu est le prédateur le plus solitaire et le plus mystérieux du monde des félins. Sur les hautes branches d'un acacia centenaire, une femelle léopard repose immobile, sa fourrure dorée parsemée de rosettes noires se fondant parfaitement dans la lumière filtrant à travers le feuillage. Son apparence sereine dissimule une créature faite pour tuer. Son corps est compact mais musclé, ses membres sont souples, ses griffes acérées et rétractiles pour rester affûtées lors de la chasse. Ses mâchoires puissantes, son odorat aiguisé et surtout ses yeux qui lui permettent de voir clairement même dans la pénombre font d'elle une chasseuse silencieuse et redoutable. Contrairement aux lions qui vivent en groupe ou aux guépards qui se déplacent de manière stratégique, les léopards choisissent de vivre seuls. Chaque femelle léopard possède son propre territoire, de plusieurs dizaines de kilomètres carrés,
où elle chasse, se repose et élève ses petits en toute solitude. Sous un épais buisson non loin de là, la léoparde a caché ce qu'elle a de plus précieux, ses petits, âgés de quelques semaines seulement. Avec leur petit corps, leur pelage encore duveteux, leurs taches à peine visibles, ils sont entièrement dépendants de leur mère. Leurs yeux sont grands, leur démarche maladroite et leur instinct de chasse n'est pas encore développé, ils sont des proies faciles s'ils sont découverts. Durant les premiers mois de leur vie, les petits ne quittent pas le nid. Chaque jour, leur mère s'en va, les laissant seuls, silencieux et invisibles. Leur seule protection est une dissimulation parfaite et le retour ponctuel de leur mère. Maintenant, alors que le soleil est à son zénith, la léoparde sent le moment opportun. Elle descend de la branche, son corps agile se faufilant entre les buissons sans faire bouger un brin d'herbe. Devant elle, un troupeau d'impalas broutent tranquillement. Ce sont des animaux agiles, capables de bondir à près de 10 mètres en courant, dotés d'une ouïe et d'une vue extrêmement développée. Un seul faux pas, et tous leurs efforts seraient vains. La mère et son petit se tapirent au ras du sol. Ses pattes, douces comme du caoutchouc, étaient silencieuses. Chaque pas était calculé avec précision. Elle choisit sa proie, un jeune impala qui s'était égaré du troupeau. Le vent était favorable. Aucun signal d'alarme ne fut donné. Puis, en une fraction de seconde, elle bondit. Sa charge fut comme un ressort, toute sa force concentrée dans la vitesse et la précision. L'impala paniqua et tenta de fuir, mais il était trop tard. Un bond, puis une morsure fatale à la gorge, le tout en quelques secondes. La mère transporta rapidement sa proie jusqu'à un arbre voisin, utilisant son agilité pour hisser la carcasse en hauteur, hors de portée des hyènes et des lions. Là-haut, elle en mangea la première partie, puis garda le reste, pour le rapporter à son petit.
De retour dans le buisson où l'attendait son petit, elle laissa échapper un doux son mi-appel, mi-rassuré. Le petit sortit la tête, se frottant contre la patte de sa mère, encore maladroit, mais en sécurité. Dans la vive lumière de la savane, la léoparde n'avait rien perdu de son silence. Elle était toujours une ombre se déplaçant dans ces paysages arides et plus encore, une mère seule mais résiliente, nourrissant la génération suivante avec habileté, instinct et un dévouement absolu. Dans la fine poussière soulevée par le sol sec, un son familier se répandit sur la savane, des pas synchronisés, un léger sifflement. Tel un tourbillon organisé, le Lycaon pictus fonçait avec vitesse et détermination. Mais derrière cette apparence disciplinée se cache une société où le partage et les soins apportés aux petits surpassent de loin ceux de tout autre carnivore. Les lycaons ont un pelage tacheté caractéristique, chaque tache étant unique comme une peinture abstraite de la nature. Avec leurs grandes oreilles en forme de feuilles qui dissipent la chaleur et améliorent leur ouïe, ce sont de véritables guerriers de la savane. Mais ce qui les distingue le plus ni leur croc, ni leur vitesse, c'est leur esprit d'équipe quasi inégalé. Une meute de lycaons peut compter jusqu'à 20 individus, parfois plus. Il n'y a qu'un seul couple reproducteur, le mâle et la femelle alpha, mais toute la meute est responsable des soins apportés aux petits. C'est une forme de famille élargie, où chaque membre est un protecteur. Dans une petite grotte en bordure de brousse, à l'abri des rayons ardents du soleil, un groupe de chiots, âgés de quelques jours seulement, dorment paisiblement blottis les uns contre les autres, sous la surveillance attentive d'une jeune femelle, non pas leur mère biologique, mais une nourrice choisie par la meute. Chaque jour, les adultes chassent à tour de rôle. Grâce à leur tactique de chasse et de coopération, les lycaons affichent le taux de réussite à la chasse le plus élevé du monde des carnivores, jusqu'à 80%, surpassant de loin les lions et les léopards. À leur retour, la première chose qu'ils font n'est pas de manger la viande, mais de la donner aux chiots, une remarquable démonstration de soin collectif. N'importe quel membre de la meute peut élever ses petits de cette manière, indépendamment de sa lignée. Sur la terre ferme, les chiots jouent à se courir après la queue, sous l'œil attentif des oncles et tantes de la meute. Et lorsqu'un cri retentit au loin, la meute se rassemble aussitôt et avance d'un seul bloc.
Dans un monde sauvage où l'instinct de survie est souvent lié à la compétition et à la solitude, les Lycaons prouvent que la véritable force réside dans la solidarité et que l'éducation d'une nouvelle génération n'est pas la responsabilité d'un seul individu, mais le devoir de toute la communauté. Au cœur d'une savane brûlante, une lionne repose immobile sous un arbre bas, ses 3 lionceaux blottis contre elle, dormant profondément au rythme de la respiration régulière de leur mère. Âgés de quelques semaines seulement, ils sont faibles, encore fragiles et totalement dépendants de leur mère pour leur protection. Les lions sont les seuls grands félins à vivre en groupe. Mais lorsqu'elle met bas, la lionne quitte toujours le groupe pendant les premières semaines afin de protéger ses petits des prédateurs, hyènes, léopards et même les lions mâles qui ne sont pas leurs pères. Si le nouveau mâle domine le groupe, il traquera et tuera tous les lionceaux pour forcer la femelle à revenir en chaleur. À cet instant, la lionne se transforme en une protectrice farouche, prête à affronter ses congénères pour assurer la survie de ses petits. Lorsque les lionceaux sont assez forts, elle les ramène à la troupe. Dès lors, toutes les femelles du groupe prennent soin d'eux, elles se relaient pour les nourrir, les garder au chaud et assurer leur protection. Une véritable communauté maternelle, unie par le sang et l'instinct. La lionne ne se contente pas de chasser, elle nourrit, protège et enseigne à la prochaine génération du règne sauvage. Elle possède force, stratégie et un cœur inébranlable. Dans les vastes étendues de la savane africaine, où le soleil brûle la terre et où le vent emporte avec lui les odeurs du sang, de la poussière et de la survie, des histoires se déroulent chaque jour, silencieuses mais féroces. Ce ne sont pas des batailles glorieuses, ni des moments de domination, mais les luttes acharnées pour nourrir une jeune vie au cœur d'une spirale infernale. De la charge fulgurante d'une panthère solitaire, sacrifiant son repas pour attirer l'ennemi loin de son nid. Du cercle impénétrable d'un troupeau d'éléphants géants, où chaque individu, jeune et vieux, est prêt à bâtir une forteresse vivante pour protéger son petit. De l'ombre d'un léopard rampant au soleil, transportant chaque morceau de viande jusqu'au sommet d'un arbre immense, caché du monde, réservé à un seul enfant attendant le retour de sa mère. De l'unité absolue d'une meute de Lycaons, où il n'y a pas d'enfants, les miens, seulement nos enfants. Aux yeux féroces et aux pas déterminés d'une lionne, affrontant des ennemis bien plus imposants, juste pour se battre pour un jour de plus pour son petit.
Toutes ces images ne sont pas que de l'instinct. C'est l'amour maternel, un langage éternel que toutes les espèces comprennent. Dans un monde où la mort rôde à chaque pas, où les plus forts ne sont pas forcément ceux qui survivent, le plus extraordinaire ne réside ni dans les griffes ni dans la vitesse. Il réside dans la patience, le sacrifice et un amour silencieux et indicible. C'est ainsi que les animaux sauvages survivent. Non par la victoire, mais par la bienveillance. Non par la force, mais par l'amour. Dans ce qui est considéré comme l'endroit le plus cruel de la planète, l'amour maternel devient l'arme la plus puissante et la plus durable. Et dans chaque course, chaque bond, chaque léchage ou chaque rugissement, se cache une déclaration silencieuse: tant que la mère vivra, l'enfant ne sera pas abandonné. Dans la chaleur torride du Kalahari, où chaque pas pourrait être le dernier. Un affrontement explosif entre le souverain et les cornes inflexibles. Quand la proie ne fuit plus. La rébellion commence. Kalahari, impossible d'échapper. Quand l'oryx à cornes de sabre contre-attaque. Sous la lumière crue du soleil qui pénètre l'air sec, le Kalahari n'apparaît pas comme un désert mort, mais comme un paradoxe vivant. Avec son sable rouge éclatant qui s'étend à travers l'Afrique du Sud, le Botswana et la Namibie, il connaît une longue saison sèche et une végétation clairsemée, mais abrite des centaines d'espèces animales. Contrairement à d'autres déserts arides, le Kalahari possède des prairies parsemées de buissons épineux, créant des conditions idéales pour des duels acharnés entre proies et prédateurs. Au milieu de cette terre aride qui semble incapable de supporter la vie, une créature marche fièrement, comme si elle était née du sable rouge du Kalahari. Avec une posture robuste et de longues cornes telles des épées pointées droit devant. L'oryx algazelle. Aussi appelé James Bok, il est un véritable guerrier du désert. Avec sa fourrure grise argentée se détachant sur le sable rouge, ses pattes, son visage et son ventre bordés de noir, chaque ligne de son corps semble sculptée pour refléter sa beauté sauvage et sa capacité de survie. Mais sa caractéristique la plus impressionnante est sa paire de longues cornes droites, qui peuvent dépasser 85 cm, telles deux épées acérées et majestueuses surgissant du sommet de sa tête. L'oryx algazelle vit en petits troupeaux de 5 à 30 animaux, généralement menés par un mâle. Ils sont principalement actifs tôt le matin et en fin d'après-midi, pour éviter la chaleur torride de la journée. Ils sont notamment capables de survivre dans des conditions de sécheresse extrême sans boire pendant plusieurs jours.
Ils s'abreuvent plutôt aux plantes succulentes. Pendant la saison des amours, pour pouvoir s'accoupler avec les femelles, les combats au sein du troupeau sont féroces. À ce moment-là, deux mâles s'affrontent. Ils marchent lentement, tournant l'un autour de l'autre comme deux boxeurs scrutateurs. Tête baissée, cornes pointées vers l'avant. Chaque pas est une déclaration de guerre silencieuse, chaque regard une étincelle cachée. Pas un rugissement. Pas un avertissement. Juste la compression de l'instinct et de la puissance. Puis soudain, ils se ruent l'un sur l'autre. Bien que le combat soit sans effusion de sang, il s'agit de transmettre la lignée. Le vainqueur ne montre rien d'autre qu'un lampin vers le troupeau. La saison de reproduction dure toute l'année, mais le pic se situe généralement après la saison des pluies, lorsque les prairies reprennent vie et que les sources de nourriture sont abondantes. Après environ 8 à 9 mois de gestation, la femelle antilope se sépare du troupeau et trouve un endroit isolé pour mettre bas. Le petit peut se lever après seulement quelques minutes à la naissance, mais doit encore rester caché pendant quelques jours pour éviter les prédateurs. Lorsqu'il est suffisamment fort, il rejoint le troupeau. Ils débutent leur rude cycle de vie dans le désert le plus aride d'Afrique. Mais même les cornes acérées et l'esprit intrépide de l'oryx algazelle ne peuvent effacer une hantise qui persiste dans le vent chaud du Kalahari. Au loin, la poussière est doucement soulevée. Une ombre se déplace sur le sable brûlant, légère comme le vent mais portant le poids de la mort. Ils n'ont pas besoin de se montrer, juste d'avoir une présence. Lion. Le prédateur le plus célèbre de la savane. Avec une longueur d'environ 2,5 mètres, un poids pouvant dépasser 200 kg chez les mâles adultes, les lions sont une véritable masse de puissance. Leur crinière épaisse, brun foncé ou noir selon l'âge et l'habitat, est non seulement un symbole sexuel, mais aide également à protéger le cou lors des combats contre les ennemis ou d'autres espèces. Leurs yeux jaunes pâles brillent dans l'obscurité, leurs oreilles sont toujours dressées comme des radars vivants, et leurs quatre pattes sont dotées de griffes rétractables. Tout cela en fait une machine de chasse parfaite. Contrairement à l'image solitaire de nombreux carnivores,
les lions sont des créatures grégaires. Un groupe peut compter de 3 à plus de 10 individus, dont plusieurs femelles, des lionceaux et parfois 1 ou 2 mâles adultes. C'est grâce à ce mode de vie communautaire que les lions peuvent chasser des proies 2 fois plus lourdes que leur propre poids. Il n'y a pas de période précise pendant la saison de reproduction. Lorsqu'une femelle est en chaleur, elle attire l'attention des mâles des environs. L'accouplement a lieu plusieurs fois par jour, sur plusieurs jours, pour assurer la conception. Après environ 110 jours de gestation, la lionne trouve un endroit isolé pour mettre bas. Elle donne naissance à 1 à 4 lionceaux. Les lionceaux naissent les yeux fermés, pesant seulement environ 1,5 kg, mais prêts à entrer dans un monde rempli de dangers. La lionne est le pilier de l'élevage et de la chasse. Au milieu des terres rouges et brûlées par le soleil, leurs yeux sont fixés sur un troupeau d'oryx algazelles qui paissent à l'orée de la forêt. De la poussière s'accroche aux pattes de la lionne tandis qu'elle s'abaisse, tous ses muscles contractés en embuscade. Le groupe ressemble à des ombres dorées glissant silencieusement dans l'herbe sèche. Le vent cesse de souffler. L'odeur de la sueur salée, celle de la terre sèche, celle de la tension, se mêlait à l'atmosphère dense. Il n'y avait plus que quelques dizaines de pas. Le lion meneur choisit une cible. Une antilope se séparait du troupeau, marchant d'un pas fatigué. Elle lança un regard, et les 2 autres femelles commencèrent à déployer leurs ailes, l'encerclant de part et d'autre. L'oryx algazelle ne remarqua toujours rien. Pas un bruit. Elles approchaient avec l'intention de régler rapidement les choses. L'espace sembla se figer sous l'effet d'une lutte intense. Quelques secondes d'inattention, l'antilope était en position basse, 2 cornes noires de jet pointées comme des lames d'épée. Son dos se cambra, prêt au combat.
Soudain, l'antilope, les cornes à la main, chargea en avant. Cette fois, la proie résista, mettant le lion en alerte. En quelques minutes, la chasse fut interrompue. Le lion ne voulait prendre aucun risque. Ses épées noires de jet pouvaient lui transpercer la poitrine d'un seul faux mouvement. Sous la chaleur torride, chaque seconde est une éternité. Et puis, un seul faux pas, et le sang coule. Le Kalahari sec n'est pas un endroit pour les indécis. La bataille n'éclate pas, comme un champ de survie. Là où le courage de la proie rend toute la meute de chasseurs méfiante. Un témoignage de l'esprit inflexible dans le désert le plus rude d'Afrique. Mais dans cette terre aride, personne n'est seul. À côté de l'oryx algazelle, il existe un compagnon plus petit, plus calme, mais silencieux. La mangouste. Loin d'être un concurrent aux grandes griffes, elle est passée maître dans l'art de survivre face à de dangereux ennemis. Avec son corps fin, d'environ 35 cm seulement, sa fourrure gris-brun lui permet de se fondre dans l'environnement sec et poussiéreux. Ses yeux d'un noir de jet sont toujours alertes, et sa longue queue flexible lui permet non seulement de maintenir son équilibre en mouvement, mais aussi de transmettre des signaux au sein du troupeau. Les mangoustes sont des créatures grégaires. Elles agissent rarement seules. Un groupe pouvant compter jusqu'à 20 individus vit dans une structure sociale dense, avec une hiérarchie claire, du prédateur au gardien. Tandis que certains creusent pour se nourrir, d'autres sont toujours à l'affût, prêts à hurler au premier signe de danger. La capacité la plus particulière des mangoustes est leur immunité partielle au venin de serpent. C'est presque miraculeux dans la nature. La structure particulière de leurs cellules nerveuses empêche les neurotoxines d'agir, ce qui en fait l'ennemi juré des serpents venimeux. La saison de reproduction a généralement lieu après les premières pluies, lorsque les sources de nourriture sont à nouveau abondantes. Après environ 2 mois de gestation, la mère mangouste donne naissance à 2 à 4 petits. Ils sont soignés et protégés par tout le groupe. Ils apprennent à chasser et à éviter le danger grâce à des leçons concrètes chaque jour. Chaque étape peut être une épreuve de survie. Mais la plus grande leçon ne viendra pas des insectes ou des lézards. Mais d'une confrontation fatale. Alors que le soleil se levait et que le sable commençait à brûler, la mangouste s'arrêta brusquement.
Dans les buissons bas, devant elle, un serpent venimeux était enroulé, son corps au motif fondant au soleil. Un cobra. De 1,5 à 2 mètres de long, son corps lisse était couvert d'écailles irisées, dont la couleur variait du brun cuivré au noir selon l'espèce et l'âge. Mais ce qui le rendait remarquable et effrayant, c'était sa capuche en forme de capuchon qui s'étendait autour de son cou, tel un dernier signal d'alarme avant la mort. Le venin d'un cobra est principalement une neurotoxine, une substance qui paralyse le système nerveux. Quelques minutes seulement après la morsure, le système respiratoire de la victime peut cesser de fonctionner si elle n'est pas traitée rapidement. Carnivore, le cobra chasse principalement les rongeurs, les jeunes oiseaux, les lézards, et parfois même ses congénères. Il n'attaque pas activement les espèces plus grandes, sauf s'il se sent menacé. Mais lorsqu'il sent son territoire envahi ou est soudainement surpris, il n'hésite pas à déployer sa capuche, à lever la tête et à pulvériser son venin. Certaines espèces peuvent même projeter leur venin dans les yeux de leur ennemi, provoquant des brûlures, voire la cécité, si elles ne sont pas lavées à temps. Au milieu de l'herbe courte, sèche et cassante, une silhouette petite mais agile s'approche silencieusement. Avec ses yeux perçants comme des lames et son nez toujours proche du sol, la mangouste ne rate aucun signal. Cette fois, la proie n'est ni une souris ni un jeune oiseau. La cible principale est l'assassin venimeux. Mais la mangouste ne bronche pas. Il leva la tête, le cou bombé, formant sa capuche caractéristique comme un bouclier menaçant. Il se déplaça en arc de cercle, encerclant le serpent comme un petit danseur. Inopinément, les deux camps chargèrent. Le tir à la corde dura quelques secondes. Le combat prit fin, le serpent devint la proie de la mangouste. La vérité prouva que la mangouste n'avait jamais douté de cette issue. Dans le monde du Kalahari, la victoire n'est pas réservée aux plus forts. Mais aux plus rapides, aux plus courageux et aux plus intrépides. Sous le ciel lumineux du Kalahari, où chaque pas peut changer le destin, l'oryx algazelle et la mangouste ne sont pas les seuls symboles de résilience.
Caché parmi les buissons bas et l'herbe sèche, une silhouette élancée glisse. Le guépard. Symbole de vitesse. Avec son corps élancé mais musclé, il a l'allure d'un athlète parfait. Sa longueur peut atteindre 1,5 m, sa hauteur au garrot est d'environ 80 cm et son poids moyen varie de 35 à 55 kg. Sa fourrure jaune clair est uniformément parsemée de taches noires, avec 2 bandes noires partant du coin des yeux jusqu'au côté du museau, ce qui lui permet de réduire l'éblouissement lors de la chasse en plein soleil. Contrairement aux autres grands félins, le guépard ne peut pas rétracter ses griffes. Ses griffes semi-permanentes lui permettent de s'agripper au sol lorsqu'il court. Grâce à sa colonne vertébrale élastique, à sa large poitrine abritant un cœur et des poumons puissants, et à sa longue queue qui agit comme un gouvernail d'équilibrage, le guépard peut accélérer en quelques secondes seulement. Mais sa force ne réside pas dans son endurance. C'est un chasseur rapide et imprévisible. Si la poursuite dure plus d'1 minute, son corps surchauffera et il devra s'arrêter pour récupérer. Par conséquent, chaque pas, chaque mouvement, chaque étirement doit être d'une précision absolue. La saison de reproduction ne suit pas un cycle fixe. Lorsque la femelle guépard entre en chaleur, elle émet une odeur séduisante pour attirer les mâles. Après une période d'accouplement de plusieurs jours, la femelle guépard sera enceinte pendant environ 95 jours, puis mettra bas. Les guépards vivent généralement seuls, mais il arrive que les mâles d'une même portée forment de petits groupes, ce qui renforce leur capacité à contrôler leur territoire et à chasser. Leurs territoires sont souvent vastes. Ils chassent de jour pour éviter la concurrence directe avec d'autres prédateurs. La principale nourriture des guépards est constituée de petites antilopes. Sous le ciel brûlant du Kalahari, alors que tout être vivant tente de retenir son souffle, une course à la mort s'engage silencieusement. Et cette fois, les épées acérées sont devenues la cible de ce chasseur. Le jeune oryx à cornes de cimeterre n'a pas encore perçu la menace qui se rapproche peu à peu. La silhouette élancée du guépard se fondit presque dans la lumière du soleil. Ses pas ne laissèrent aucune trace, seuls les battements de son cœur de plus en plus rapides s'accélérèrent. Le guépard s'abaissa, sa queue heurtant doucement l'herbe sèche comme un gouvernail.
Son corps tout entier se tendit, telle une flèche sur le point de quitter l'arc. Le guépard pensait en avoir assez. Puis, derrière lui, une grande ombre surgit comme un vent chaud. La mère antilope s'élança. La chasse prit fin rapidement. Le guépard battit en retraite, avançant prudemment à chaque pas, sans quitter des yeux son adversaire dont les épées brillaient au soleil. Dans le monde du Kalahari, le chasseur n'a pas toujours l'avantage. Et aujourd'hui, l'amour maternel a pris le dessus sur la vitesse. Alors que l'obscurité s'abat peu à peu sur le désert du Kalahari, où chaque grain de sable porte encore les empreintes des survivants, la vie prend un tournant. L'oryx algazelle, bien qu'épuisé, résiste toujours, tel un guerrier indomptable. Nul n'est invincible. Mais dans ce monde impitoyable, le courage, l'instinct de combat et le désir de survivre sont les armes ultimes. Ce n'est pas seulement un combat entre griffes et cornes acérées, mais une épopée de la vie dans le désert du Kalahari. Si vous aimez les combats de survie des guerriers, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer des expéditions acharnées dans la nature.